Est-ce que tout se transmet ? L'héritage, le caractère, les bonnes manières, le savoir, les compétences, les facultés d'apprentissage. Est-ce que tout ce qui nous compose et qui compose le monde dans lequel nous vivons peut faire l'objet d'une transmission ? Pour le sociologue Bernard Lahire, la réponse est oui. Mais alors comment s'effectue cette transmission ? Par la parole ? Par les habitudes ? Par l'enseignement ? Et est-il possible d'intervenir dans l'acte de transmission pour enrayer, par exemple, la reproduction des inégalités ? On commence avec l'écrivain Daniel Pénac qui se demande dans son livre Chagrin d'école « Comment diable a-t-il bien pu devenir un cancre ?» D'où venait ma cancrerie ? Enfant de bourgeoisie d'État, issu d'une famille aimante, sans conflit, entouré d'adultes responsables qui m'aidaient à faire mes devoirs, père polytechnicien, mère au foyer, pas de divorce, pas d'alcoolique, pas de caractériel, pas de tares héréditaires, 3 frères bacheliers, des matheux, bientôt 2 ingénieurs et un officier, rythme familial régulier, nourriture saine, bibliothèque à la maison, culture ambiante conforme au milieu et à l'époque, propos de table calme, rieur et cultivé. Et pourtant, un cancre. Non seulement mes antécédents m'interdisaient toute cancrerie, mais, dernier représentant d'une lignée de plus en plus diplômée, j'étais socialement programmé pour devenir le fleuron de la famille, polytechnicien ou normalien, énarque évidemment, la Cour des comptes, un ministère, va savoir, on ne pouvait espérer moins. Là-dessus, un mariage efficace et la mise au monde d'enfants destinés dès le berceau à la taupe de Louis le Grand et propulsés vers le trône de l'Élysée ou la direction d'un consortium mondial de la cosmétique. La routine du darwinisme social, la reproduction des élites. Eh bien non, un cancre. Un cancre sans fondement historique, sans raison sociologique, sans désamour. Un cancre en soi, un cancre étalon, une unité de mesure. Pourquoi ? Bonjour Bernard Lahire. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon, détaché cette année au CNRS. Vous êtes avec nous depuis Lyon. Oui. Est-ce qu'avant de devenir le grand sociologue que vous êtes, vous étiez, tel Daniel Pénac, qui est devenu un grand écrivain, un cancre ? Alors, pas tout le temps, on va dire. Et j'étais même un plutôt bon élève et un très bon élève à l'école primaire, au collège, et ça a commencé à se gâter au lycée. Voilà, pour avoir un baccalauréat avec une mention, sans mention, c'était marqué passable au niveau de la mention, et avec une moyenne de 10,06, je m'en rappelle encore. Faut pas être brillant, quoi. Voilà. Donc oui, il y a eu des hauts et des bas, mais j'étais un très bon élève pendant très longtemps. Ce que raconte Daniel Pénac dans ce texte est un casse-tête, j'imagine, pour l'approche sociologique. On pourrait presque parler d'accident sociologique. Comment expliquer que lorsque toutes les conditions sont réunies pour que l'enfant soit un bon élève, et finalement il devienne un cancre? C'est en fait un défi pour les sociologues. C'est un défi que moi j'ai essayé de relever dans l'autre sens il y a quelques années. J'ai publié en 1995 un ouvrage qui s'appelait Tableau de famille, heures et malheurs scolaires en milieu populaire, et c'était une enquête qui essayait de partir des enfants de milieu populaire qui étaient en CE2, ils avaient 8-9 ans, et de partir de ceux qui réussissaient particulièrement bien. Voilà, et d'essayer de voir qu'est-ce qui les distinguait familialement de ceux qui, a priori, avaient les mêmes propriétés sociales. C'était des enfants d'ouvriers, des enfants de petits employés, etc.
Et les uns étaient en très grande réussite scolaire, les autres en très grand échec. Donc là, il y a un défi pour le sociologue. Mais moi, c'était le problème inverse. Pourquoi certains enfants de milieu populaire réussissent? Et on peut se poser la question, effectivement, pourquoi certains enfants d'héritiers échouent scolairement ou ont des difficultés scolaires, etc. Et ça a été le cas d'une de mes étudiantes, qui est une collègue à l'heure actuelle, qui s'appelle Gaëlle-Henri Panabière, qui a fait un ouvrage en 2010 qui s'intitule Des héritiers en situation d'échec scolaire. Donc voilà, qui a travaillé sur ces cas-là. Alors, il faut tout de suite rajouter que c'est des cas, comme on dit. C'est-à-dire, statistiquement, c'est pas le plus fréquent. Voilà. Donc, il faut le prendre comme un défi pour le sociologue. Et à chaque fois, on trouve des raisons à l'intérieur du milieu familial ou à l'extérieur du milieu familial qui expliquent ces cas atypiques. La grande majorité des enfants de milieu bourgeois, pour aller vite, que ce soit une bourgeoisie économique ou une bourgeoisie culturelle, sont en réussite scolaire, ont des beaux parcours scolaires et vont de plus en plus loin et dans des lieux assez rares, on va dire, scolairement. Mais effectivement, une partie d'entre eux ont des difficultés scolaires, parfois des graves difficultés scolaires, et on peut étudier ces choses-là. Alors, une des choses qui est importante à rappeler, c'est que quand on parle de transmission de capital culturel ou de transmission de la culture plus généralement, je pense qu'on est sur une métaphore qui peut nous mettre sur une mauvaise voie. C'est pas une transmission comme une transmission matérielle. Quand vous transmettez quelque chose à quelqu'un, vous n'avez pas besoin du consentement de cette personne d'une certaine façon. Vous lui donnez quelque chose, vous comme lui un versez virus. de l'argent. Absolument. Voilà, il y a quelque chose qui se déplace. C'est unilatéral. Sauf que le virus, vous le gardez et vous le transmettez à la personne qui va l'avoir. Ouais. Le capital matériel, si vous donnez une maison à quelqu'un, cette maison, elle ne vous appartient plus, vous l'avez donnée. Le capital culturel, c'est quelque chose que, quand vous le transmettez, heureusement, vous le gardez quand même. Ce qui est quand même une caractéristique très particulière de ce capital. Et puis, il faut du temps pour transmettre du capital. Et puis, il faut des bonnes conditions pour transmettre un capital. Et dans les cas d'enfants de la bourgeoisie qui ont visiblement des difficultés scolaires, culturelles, qui ont des parcours sociaux un peu plus difficiles, chaotiques, eh bien ça s'explique souvent par des mauvaises conditions de transmission du capital culturel. Dans le cas de Daniel Pénac, il faut quand même rappeler que il a été prof de lettres dans le secondaire, que c'est un auteur Gallimard très reconnu. Donc on peut pas dire non plus que, même s'il n'a pas été à la hauteur des espérances familiales, puisque avec un père polytechnicien, j'imagine ce que c'est qu'un prof de lettres au collège ou au lycée, il n'a quand même pas été dans les bas-fonds de la société. Oui, c'est ça. Et il a cette phrase dans l'exergue du livre donc qui s'appelle Chagrin d'école, qui date de 2007. Il dit: statistiquement, tout s'explique, personnellement, tout se complique. C'est une bonne manière de formuler le casse-tête du sociologue que vous êtes en train de formuler à votre façon, Bernard Lahire. Ah, Bernard Lahire. Oui, ah oui, vous êtes là. Alors, si on remplace... Vous m'entendez? Oui, je vous entends, il y a un léger décalage, si on normal. Personnellement... D'accord. Si on remplace personnellement par individuellement, on a une bonne formule, parce que statistiquement, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent effectivement, et il y a une vraie loi de la reproduction des inégalités. Quand vous partez avec un capital initial faible, vous avez du mal à acquérir du capital par la suite. Donc le capital va au capital, comme disait Bourdieu, et il y a une tendance à la reproduction des inégalités de départ. Mais effectivement, personnellement ou individuellement, ça peut se compliquer, parce que il n'y a pas d'automaticité de transmission du capital culturel. Mais il faut rappeler que quand même, quand on dit statistiquement, ce ne sont que des cas individuels, ce ne sont que l'agrégation de nombreux
cas individuel. Or, la grande majorité des gens, effectivement, suivent les déterminismes sociaux de manière tout à fait banale, d'une certaine façon. Donc voilà, il y a un défi pour le sociologue d'aller chercher les cas qui réussissent alors qu'ils devraient échouer, avec beaucoup de guillemets évidemment, statistiquement, et puis ceux qui échouent alors qu'ils devraient réussir. Vous avez dirigé un ouvrage collectif, Bernard Lahire, qui s'intitule « Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants », dans lequel on lit cette thèse qui me paraît très forte. Vous écrivez « Les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde ». Et c'est finalement cette formule qui a guidé l'ensemble des étapes de la recherche à l'origine de l'ouvrage en question. Ça en constitue, oui. Vous dites, un résumé parfait. Les enfants vivent au même moment dans la même société, oui. Mais pas dans le même monde. C'est quoi la différence entre la société et le monde ? En fait, disons qu'il y a une sorte d'illusion du temps de l'enfance qui serait commune partout. Cette enfance, finalement, ils sont tous petits, ils sont tous charmants, ils sont tous, avec 2 yeux, 2 bras, etc. Enfin bon, ils se ressemblent biologiquement, physiquement, ils ont des propriétés relativement semblables avec des variations qui sont purement extérieures, on va dire, de couleur de peau, de taille ou des choses comme ça. Donc, on a l'impression que, au fond, il n'y a rien qui les distingue. Or, les enfants humains, les bébés humains, parce qu'il faut les comparer avec nos cousins primates non humains, ils sont ce que leur entourage les fait être. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des espaces, à des parents qui ont des particularités culturelles, socio-professionnelles, qui parlent une langue particulière, qui ont des habitudes culturelles particulières, des habitudes morales, esthétiques, alimentaires, tout ce qu'on veut. Et en fait, tout ça les distingue très très fortement. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'au fond, ils sont tous pareils. Et en fait, ils vivent dans des mondes, dans des familles d'abord, mais des familles qui appartiennent forcément à des classes sociales ou à des fractions de classes sociales qui sont très très différents et qui font que, ce ne sont pas les mêmes enfants. Quand vous vivez dans un tout petit logement, quand vos parents ou votre mère, dans le cas d'un des enfants que nous avons étudiés, qui vit simplement avec sa mère dans un foyer Sonacotra. Sa mère parle très mal le français. Il n'a pas toujours mangé à sa faim. Ils ont été ballottés d'une chambre d'hôtel à l'autre avant de se retrouver dans ce foyer Sonacotra. Ils doivent faire de nombreux déplacements pour arriver jusqu'à l'école du quartier, etc. Bon. Tout ça ne vous met pas dans une situation facile, on va dire, pour réussir votre scolarité. Et au même moment, vous avez des enfants qui bénéficient de tout, qui ont eu des jeux pédagogiques, des parents qui parlent un très bon français et qui les ont déjà amenés dans des musées, dans des bibliothèques, évidemment, dans des librairies, qui leur lisent des livres et ainsi de suite. Donc, en fait, les écarts sont abyssaux entre les enfants. Mais que peut nous apporter aujourd'hui une enquête sociologique de l'ampleur de celle que vous avez produit pour ce livre avec, je dis vous, c'est le résultat du travail de 17 sociologues. Oui. Que peut nous apporter ce travail que nous ne sachions déjà? Au fond, les inégalités parmi les enfants, on les connaît depuis le début même de la sociologie, même pas forcément d'un point de vue sociologique, ce sont des choses que nous savons. Vous dites, c'est dans l'espoir qu'après avoir lu le produit de ce patient et minutieux travail collectif, on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas. Mais on le sait, en fait, Bernard Lahire, qu'il y a autant d'inégalités. Non? Je suis ravi que vous le sachiez. Je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui le savent parce que ça s'enseigne d'une certaine façon depuis longtemps. On a les premiers travaux de sociologie de l'éducation datent des années 60, on va dire, qui ont établi cette corrélation entre
les capitaux culturels initiaux et les situations scolaires des enfants. Mais tout le monde ne le sait pas. Il y a régulièrement des sortes de dénégations, des manières de ramener tout à des questions purement de méthode scolaire, etc. Et on ne touche pas au dur de cette affaire, c'est-à-dire du socle qui est à l'origine de ces inégalités. Et effectivement, beaucoup de gens ne s'imaginent pas que c'est à ce point-là, que les écarts sont à ce point-là. Alors on leur met sous les yeux pour leur dire voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est qu'une vie d'un enfant qui vit dans une situation très très précaire ou dans une situation un peu plus agréable en milieu populaire, mais qui reste avec des parents qui n'ont pas les habitudes culturelles, les habitudes pédagogiques, les manières de parler, les manières de s'habiller, etc. Enfin, toutes les choses qui vous font appartenir à des mondes beaucoup plus privilégiés dans notre monde. Donc on a là la volonté dans ce travail de montrer ces écarts, et aussi de montrer que ça passe par des milliers de petites pratiques, au fond, que ça se transmet dans des façons de parler, dans des façons de se tenir, dans des inscriptions sportives, dans des jeux de société, dans des choses qui paraissent tout à fait banales, dans des histoires racontées le soir avant de se coucher. Vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est essayer de montrer par le détail les processus de transmission et de reproduction des inégalités à terme. Oui, et c'est ça qui est passionnant dans le livre, c'est que vous prenez vraiment au sérieux la question de la transmission de ces inégalités et vous montrez, comme vous venez de le dire rapidement, que celles-ci ne passent pas simplement par des biens matériels, quantifiables, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler une sorte de capital culturel, des habitudes qui, elles, ne sont pas quantifiables, qui vont déterminer le développement d'un enfant d'une classe à une autre, au fond. Vous parlez de l'exemple de lire une histoire le soir, qui est quelque chose qui revient souvent et qui n'établit pas le même terrain pour l'éducation même de l'enfant. Ah, tout à fait. Si vous voulez, c'est quelque chose qui paraît banal, et la plupart des parents qui lisent des histoires tous les soirs, et au-delà du rituel du soir, qui lisent des histoires à leurs enfants depuis qu'ils sont bébés, ils peuvent même leur lire des histoires alors que les enfants ne sont pas encore en état de parler, mais qui entendent des choses. On les habitue à un vocabulaire, on les fait rentrer progressivement dans des structures de phrases, dans des structures narratives, et au bout du compte, quand ils arrivent à 3 ans à l'école maternelle, certains ont entendu des centaines d'histoires. Et en fait, ces centaines d'histoires sont des sortes de réservoirs pour eux, un stock de références déjà tout à fait important. On apprend à parler différemment selon que l'on est plus ou moins connecté à ces formes écrites du récit ou de l'argumentation dans certains cas, des formes de description. Et les enfants se distinguent par ce capital narratif. Le langage est un vrai capital, en fait. Et en fait, les parents, souvent, dans les milieux, classe moyenne ou classe supérieure, qui racontent des histoires, ne savent même pas que ce sont des effets positifs pour leurs enfants. Certains le savent, mais d'autres pensent que simplement ça les calme avant de se coucher. Ça les calme avant d'aller dormir. Sauf que derrière cette idée que c'est simplement un rituel du soir pour bien dormir, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils transmettent des choses. Alors là, les chercheurs ont beaucoup travaillé là-dessus. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des études qui montrent une corrélation statistique forte entre le fait de lire des histoires le soir à son enfant et la bonne entrée dans l'écrit, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc tout ça est attesté et on voit que toutes ces petites pratiques qui paraissent banales, qui paraissent ordinaires, ont des effets puissants scolairement. Est-ce que vous pensez que ça marche aussi avec les podcasts d'émissions de philosophie ? Ah il faut leur faire écouter alors, il faut qu'ils comprennent. Vous mènerez une enquête.
Voilà, sur les effets de France Culture. Ouais. Non, en fait, on l'a enlevé de Jean-Jo pour le mettre à Saint-Benoît. Quoi? Et vous auriez pas pu nous prévenir avant? Si, mais c'est le coup des ciseaux, ça a été la goutte d'eau, on s'est décidé très vite. Des gamins qui se foutent sur la gueule, c'est dans n'importe quelle école, ça, hein. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Ah, il n'y a pas que ça, Non, voilà, non, nous, ça fait longtemps qu'on y pense, c'est vrai. Ah bon? Vous D'accord. connaissez la réputation du collège de secteur. Comme ça, Milo, il finit son CM2 à Saint-Benoît, il ira automatiquement au collège Saint-Benoît. Qui est très bien. Oui, il y a 95% de réussite au brevet des collèges. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi, c'est normal. Et combien de fois je t'ai entendu gueuler contre l'école privée, toi? Tu m'étonnes. Quand Flore nous a dit qu'elle l'avait fait pour Milo, bah, du coup, nous, pour Jules, on s'est dit que c'était une bonne solution aussi. Ouais. C'est une blague, vous aussi. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais- Donc il y a Coco qui est tout seul à Jean-Jo. Je suis, mais... Et faut dire ce qui est, le niveau à Jean-Jo, il est faible. Il est Voilà. très faible, dis-moi, Jean-Jo. Pourquoi tu dis pas vraiment ce que tu penses? Mais je dis ce que je veux pense. dire qu'il y a trop noir et d'arabe, c'est ça ce que ça veut dire? Arrête, Vas-y. non, Ça c'est veut pas dire ça. ça. Arrête, c'est ça ce que tu penses. Prenez pas ça. Plus ça, ce que tu dis. Mais non, si c'est de la provoque à deux balles, non, je dis juste que le niveau à Jean-Jo, scolairement, il est médiocre, voilà, c'est tout. D'accord, donc moi, j'ai grandi ici, j'y ai fait toute ma scolarité à Jean-Jo. Vous voyez, ça va, je m'en sors bien. Je crois que ça Ah va, oui, oui. l'époque a changé. Avec tout ce qui se passe maintenant, tu peux pas... Puis c'est vrai que nous, Jules, quand même, ils l'ont diagnostiqué à fort potentiel. Fort potentiel, je peux ça veut Le dire. genre surdoué. Non mais même l'Institut nous a conseillé de l'inscrire ailleurs. Alors, Quelle responsabilité pour toi, mon Et nous, on pote. est très contents à Jean-Jo. Et puis c'est l'école publique, c'est important. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de transmission cette semaine en partenariat avec le festival Cité Philo qui devait commencer le 5 novembre et qui aura lieu en partie en vidéo. Et on devait enregistrer une émission avec Bernard Lahire qu'on enregistre ce matin. Enfin, pas qu'on enregistre, on est en direct d'ailleurs avec Bernard Lahire, le sociologue qui se trouve à Lyon. Et nous parlons de la possibilité de la transmission des inégalités. Comment se transmettre les inégalités? Et on vient d'entendre tour à tour un texte de Balzac. J'ai lu un extrait de La Duchesse de Langeais, dans lequel finalement Balzac montre bien que l'heureux propriétaire qui lui est riche avant de naître a juste à se soucier même pas à se soucier d'ailleurs, qu'assez naturellement son âme allait s'élever vers la noblesse du cœur en harmonie avec la noblesse du nom. Et puis un extrait du film de Michel Leclerc qui date de 2019, La lutte des classes. On entend Leïla Bekti et Edouard Baird qui jouent deux parents qui s'inquiètent pour leur enfant qui lui va rester dans l'école publique alors que leurs copains eux vont partir dans l'école privée. C'est bien que je me demande Bernard Lahire si finalement cette histoire de transmission des inégalités, est-ce qu'une manière de le dire c'est pas de préciser que dans le cas de l'heureux propriétaire comme dirait Balzac, la transmission se fait assez naturellement, c'est pas l'objet d'une décision. Et dans l'autre, au contraire, pour les moins favorisés, c'est une décision d'enlever l'enfant de l'école publique pour le mettre dans le privé, et que transmettre quelque chose relève d'une décision, donc sans doute d'obstacles à surmonter. Dans un cas, c'est facile, dans l'autre, ça l'est pas, en fait, on peut le dire comme ça. Alors c'est pas aussi simple que ça. Ouais, j'imagine. C'est même pour ceux qui ont des capitaux culturels, qui sont plutôt en bonne situation, qui ont des bons niveaux de diplôme, des bons métiers, qui appartiennent aux classes moyennes, aux classes supérieures, même quand c'est les petites classes supérieures.
Ça n'est jamais simple, une scolarité. Et quand on va voir des parents, quand on fait des entretiens sociologiques avec les parents, ils sont très tendus. Ces parents sont souvent très tendus sur la scolarité. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils essayent de voir comment on pourrait faire pour améliorer la situation. Effectivement, il y a l'idée que on va peut-être les passer dans le privé s'ils étaient dans le public, parce que quand même le niveau n'est pas celui qu'on aimerait qu'il soit. On essaye, il y a des stratégies pour arriver à leur faire gagner 1 an, parce qu'on sait très bien que prendre 1 an d'avance, voire dans certains cas 2 ans d'avance, c'est un bénéfice scolaire. Les enfants apparaissent d'autant plus brillants qu'ils arrivent et qu'ils sont très forts scolairement et qu'ils sont en plus plus jeunes que la normale, on va dire. Et donc il y a une tension des parents pour suivre leurs enfants. Il y a que dans certains milieux de la très haute bourgeoisie que vraiment le sentiment c'est que tout va bien se passer. Et on a des cas comme ça de bourgeois, de parents qui sont par exemple, je pense à deux femmes qui sont avocates. Elles sont pas du tout inquiètes par rapport à la scolarité de leur enfant qui va réussir parce que il y a des choses qui se transmettent dans l'ordre familial qui sont évidentes, des sortes d'estime de soi, des formes, évidemment, des manières de parler, des manières de fixer aussi la barre assez haut. Il est évident que on va réussir un baccalauréat, qu'on va faire des grandes écoles, toute cette évidence-là est souvent installée dans certaines familles, et quand les conditions sont bonnes, tout se passe sans forcer, on va dire. Donc on est plutôt dans le modèle de Balzac, mais pour beaucoup de gens quand même, y compris dans ces milieux-là, il y a une tension et ils veillent de manière très très précise, pointilleuse à la scolarité de leurs enfants. Voilà. Et ce que montre l'extrait du film de Michel Leclerc que vous avez entendu, c'est cette question de l'écart entre l'école publique et l'école privée. Au fond, les difficultés scolaires que vont rencontrer certains élèves posent un défi, alors non seulement aux sociologues, mais évidemment aux politiques publiques. La question qui se pose, et c'est ainsi que vous le formulez dans l'ouvrage, finalement, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut changer l'école, ou est-ce qu'il faut changer l'élève, au fond? Est-ce qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une école plus inclusive, plus adaptée à tous, ou est-ce qu'il faut changer le mode d'adaptation de l'élève pour faire en sorte qu'il acquiert ce que les autres n'ont pas eu finalement? J'allais dire, il faut tout changer, mais ça c'est vaste programme, oui. Ça peut paraître facile comme réponse, mais le gros du problème n'est pas entre les mains de l'école. Et ça, c'est peut-être un peu déstabilisant au départ, mais au fond, c'est aussi pour déculpabiliser les enseignants. Les enseignants, ils font avec les enfants dans l'état où ils arrivent. Et l'état où ils arrivent dépend des situations familiales de ces différents enfants. Et ces situations familiales tiennent à tout un passé. Vous avez une division du travail, vous avez des plus riches aux plus pauvres en matière de revenus économiques ou de capital culturel. Et ça, voilà, les enfants sont issus de milieux extrêmement différents. Les inégalités de départ ne s'effacent pas quand l'enfant rentre à l'école. Les enfants, les enseignants le constatent immédiatement. Certains sont déjà dans la parole à l'école maternelle, parlent très bien, se dirigent vers des livres, ont envie d'écouter l'enseignant, jouent à des jeux pédagogiques, sont même aussi disciplinés parce qu'il y a tout cet aspect respect de l'autorité et des formes de l'autorité telles qu'elles sont instaurées à l'école, qui est plus ou moins bien mise en place chez les enfants. Tout ça, ça distingue les enfants. Donc les enseignants font avec une situation qui leur est imposée. Et donc, il y a sans doute une réflexion à mener et à
poursuivre, parce que les enseignants s'interrogent sur quelle est la bonne méthode, comment procéder avec tel type d'élèves ou tel type de public, et toute cette réflexion doit être maintenue, évidemment, et poursuivie. Mais il faut que les enseignants se rendent compte que tout le problème de l'échec scolaire ne tient pas à des problématiques strictement scolaires. Oui. Ça tient à des politiques qui sont économiques, sociales. Si vous aidez les familles, si vous redistribuez de la richesse économique, si vous leur donnez plus de possibilités de se projeter dans l'avenir et d'organiser leur monde, même l'accès à la culture, ça a un coût économique. Donc il y a des familles qui sont précaires et qui ne peuvent pas accéder à la culture. Même si les bibliothèques sont gratuites, vous avez beaucoup d'accès à la culture qui sont payants et il y a encore des freins économiques à la culture. Donc c'est en pensant à des politiques à la fois de soutien scolaire, mais de soutien social, d'aide sociale, de redistribution de richesses économiques que l'on peut résoudre ce problème des inégalités scolaires. Donc c'est d'abord un problème politique. Tout n'est pas scolaire dans l'échec scolaire. Tout est toujours un problème politique de toute façon, puisque la politique s'est faite normalement pour transformer l'état du monde, parce qu'on juge que ça ne va pas dans tel ou tel secteur. Donc si on fait le constat qu'il y a des inégalités sociales, que ces inégalités sociales ont des conséquences scolaires qui elles-mêmes vont du coup reproduire des inégalités sociales, eh bien il faut essayer d'enrayer par des politiques publiques, d'enrayer ce mécanisme, cette mécanique infernale de la reproduction des inégalités de départ. Donc ça suppose une obsession d'une certaine façon. Il faudrait que tous les ministères d'un gouvernement n'aient comme seule obsession la réduction des inégalités, ce qui n'est honnêtement pas le cas depuis très longtemps maintenant. Il faudrait une politique d'émancipation très très générale pour arriver à transformer les choses. Que répondez-vous à ceux qui vous objectent, enfin je ne sais pas s'ils l'ont fait directement, mais c'est une autre voix que l'on entend et qui semble contredire la vôtre, à ceux qui vous objecteraient d'appartenir à une forme de sociologie de l'excuse, c'est-à-dire qu'à vouloir marquer ainsi les inégalités, au fond on contribue à essentialiser ceux qui en payent les frais et on les fige dans cet état de fait en les faisant rentrer dans des cases, et c'est ceux qui sont les moins favorisés, les moins sociologiquement favorables à accéder à certains niveaux de la société, et qu'ainsi on produit une forme de victimisation qui n'est pas propice à l'épanouissement culturel que vous appelez de vos vœux. C'est une mauvaise lecture des travaux sociologiques. Je pense que de dire ça, parce que ça n'est pas parce que nous mesurons des inégalités. Moi, je vous assure que j'adorerais mesurer une réduction des inégalités. Mon métier serait formidable. J'annoncerais des bonnes nouvelles aux gens. On m'applaudirait et on dirait c'est formidable, il nous annonce des bonnes nouvelles. Malheureusement, souvent, les sociologues, les économistes, les anthropologues, etc., quand ils font bien leur métier, annoncent des nouvelles qui sont pas toujours très bonnes. Bon, voilà. Alors, quand on est sur des objets du type réussite ou échec scolaire, oui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il faut blâmer les sociologues ou dire que ce sont les sociologues qui sont à l'origine du problème? Ce serait comme dire à quelqu'un qui vous dit il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité, lui reprocher de nous interdire de voler. Bon, si moi je propose un exercice très simple, vous ouvrez la fenêtre et vous sautez. Et vous voyez ce qui se passe. Oui, mais enfin, la sociologie n'a pas la même valeur de science dure que la physique. Ça, pour le coup. Mais alors là, je suis pas d'accord. Même si, effectivement, globalement, elle n'a pas atteint la maturité de la science physique. Mais ça fait plus de 60 ans que nous mesurons les inégalités d'accès à la culture, les
inégalités sociales qui se reproduisent, par l'étude de la mobilité sociale, quand les parents ont telle profession, que sont les professions des enfants. On mesure tout ça depuis très longtemps. Les petits problèmes de connexion, Bernard Lahire. Je vous propose qu'on écoute, on va vous retrouver dans un instant, le temps de régler à nouveau votre connexion. On avait prévu de toute façon d'entendre cette archive de Pierre Bourdieu. C'était dans Culture Matin, le 17 février 1992. Il parle de ce qu'il nomme les exclus de l'intérieur. Écoutez. Le système scolaire est devenu un instrument très puissant de discrimination. Il est vrai qu'on a le sentiment d'être devant une société, en un sens, plus brutalement divisée. En tout cas, différemment divisée. Alors là, je prends un exemple simple. On a parlé dans les années 70 de démocratisation du système d'enseignement. Bon, moi, je n'ai pas du tout participé à cette espèce d'euphorie. Il y avait les apparences de la démocratisation, c'est-à-dire les enfants d'ouvriers, les enfants de petits paysans, les enfants de petits employés, etc., qui étaient exclus dès la 6e, se mettaient à être dans les lycées. Bon. Maintenant, 20 ans après, on a eu le temps de voir ce que j'avais pressenti. Je ne vais pas pour faire le prophète rétrospectif, mais c'est écrit à l'époque. J'avais pressenti que cette démocratisation était apparente et que les gens qui étaient purement et simplement exclus seraient des exclus de l'intérieur. Bon, et de fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a toute une hiérarchie, une gamme de sections, de disciplines, etc., qui vont depuis la section S jusqu'à la section G. Et il y a donc tous ces gens qui aujourd'hui sont dans les lycées et qui en fait n'y sont pas. Un point de méthode, Bernard Lahire, avant de réagir sur les propos que vient de tenir Pierre Bourdieu. On s'interrogeait juste avant sur la question de savoir quelle était la valeur scientifique de la sociologie. Il y a quelque temps, on a consacré toute une série d'émissions autour de Pierre Bourdieu ici sur les chemins de la philosophie. Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu? Et je voudrais savoir ce qu'il en est pour vous. Comment vous vous situez par rapport à Bourdieu? Est-ce que vous revendiquez un héritage bourdieusien ou pas? Ah oui, moi j'ai été à la fois très critique de Bourdieu, mais en rappelant à chaque fois toutes les dettes que nous avions à son égard. On a publié en 1999 un ouvrage qui s'appelait Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, dettes et critiques. Tout est dans le sous-titre. Voilà. Moi, je pense que ne pas vouloir hériter de Pierre Bourdieu, c'est vraiment une sorte de suicide scientifique. Ce serait comme l'équivalent, ce serait des gens qui seraient en biologie et qui diraient moi Darwin, je trouve pas ça intéressant. Ou alors si vous êtes en physique et que vous pensez qu'Einstein est contournable, non, ça n'est pas contournable. Et il se trouve que Bourdieu, il n'est pas évidemment le seul. Et vous avez une richesse des travaux sociologiques et des traditions sociologiques. Mais Bourdieu fait partie des auteurs qui ont produit des œuvres suffisamment robustes pour pouvoir être encore utile aujourd'hui et être critiqué, évidemment, comme dans n'importe quel univers scientifique. Et sur la question des exclus de l'intérieur, comme il les nomme, où il montre que ce qu'on a appelé la démocratisation de l'école dans les années 70 aurait abouti à un échec, selon lui. Oui, c'est un constat qui est malheureusement vrai. Enfin, je trouve que la formule exclue de l'intérieur est très bonne et très pertinente, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une histoire de l'école qui fait que, grosso modo, il y a des générations dans les milieux populaires où l'instruction s'arrêtait au cours du XXe siècle, s'arrêtait à la fin de l'école primaire. Et puis on quittait l'école, on avait un certificat d'études, on allait peut-être faire certaines formations professionnelles, mais on s'arrêtait là, scolairement. Et puis progressivement, on a réunifié l'école primaire avec le secondaire, et on a eu l'invention du collège et du collège unique qui a rassemblé tous les élèves. Donc on s'est dit, une démocratisation formidable. Les enfants de milieu populaire accèdent au secondaire, c'est formidable, etc. Mais en fait, on s'est pas rendu compte que ce processus de réunification et d'allongement aussi des scolarités, les enfants sortent de plus en plus tard du système scolaire, mais du coup, ce qui distingue les enfants, c'est à quel niveau du système scolaire il se trouve, et il s'arrête.
dans quelle filière il se trouve. Or, toutes ces filières sont hiérarchisées. On sait très bien que ça n'a pas la même valeur d'avoir un diplôme dans un lycée professionnel ou d'aller jusqu'à l'université et passer des concours comme l'agrégation ou avoir une thèse ou un master 2 ou je ne sais quoi. Donc en fait, les différences, elles sont maintenant à l'intérieur même du système scolaire. Ce qui est encore d'ailleurs plus terrible pour ceux qui arrêtent très très tôt le système scolaire. C'est encore pire comme situation pour eux. Mais la plupart d'entre eux restent longtemps, et vous avez aujourd'hui des ouvriers qui ont des bacs professionnels, qui ont même parfois des petits BTS, où ils ont commencé une formation supérieure, et ils se retrouvent ouvriers, parce que ça ne suffit plus. Il y a une course folle scolairement, qui fait que on sait tous que le baccalauréat ne vaut pas ce qu'il valait au début du XXe siècle, quand très peu de gens obtenaient le baccalauréat. Donc oui, il y a des exclus de l'intérieur. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'une des fonctions de l'école, ce serait de corriger les inégalités qui sont transmises par les parents malgré eux ? J'allais dire, on se rend compte d'autant plus de l'effet potentiellement correcteur de l'école qu'on vit des temps de confinement et que les enfants, alors dans le deuxième confinement que nous vivons, les enfants continuent à aller à l'école, mais dans le cas du premier confinement, les enfants n'allaient plus à l'école. Et là, on s'est rendu compte à quel point les enfants et leurs familles étaient livrés à eux-mêmes d'une certaine façon. Pour beaucoup d'enfants de milieux populaires, seul le temps à l'école est un temps de construction des savoirs scolaires. Ce qui n'est pas le cas des familles plus dotées scolairement qui ont une action pédagogique quotidienne qui fait que les enfants lisent, s'intéressent à des choses culturelles, organisent leur vie de manière scolairement compatible. Donc ça veut dire que l'école, quand elle n'est pas là, on voit les effets encore plus terribles que ça peut produire. Donc oui, l'école doit avoir un effet correcteur. Il faut lui en donner les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je pense dans des périodes de confinement, c'est encore pire. Ça a mis une loupe sur les inégalités. Le ministre a beaucoup parlé de ces 5%, je crois, d'enfants qui n'étaient pas connectés, dont on avait perdu la trace. Mais c'est pire que ça. C'est bien pire que ça, parce que c'est pas parce que vous avez un contact purement physique. La pédagogie, ça n'est pas de la communication. C'est pas parce que je suis connecté à un ordinateur que je vais pouvoir apprendre. Ça ne se déverse pas comme ça, la culture. Il y a eu une vraie discontinuité pédagogique pendant toute cette période, et donc on voit bien que l'école joue ordinairement un rôle tout à fait correcteur. Insuffisant pour lutter contre les inégalités, mais quand même correcteur. Mais ce qu'on peut pas dire, si on suit votre thèse jusqu'au bout, à savoir que tout se transmet et que les inégalités se transmettent directement d'une génération à l'autre, que l'école en est forcément aussi le résultat, que l'école n'est pas ce lieu hors du temps et hors de la société qui aurait pour fonction de corriger les inégalités qu'elle recevrait, mais qu'elle serait elle-même traversée par ces inégalités d'une école à l'autre, d'un professeur à l'autre, etc. Alors oui, dans tous les cas, vous avez passé un extrait tout à l'heure de la lutte des classes. On voit bien que déjà, mettre dans le privé ou dans le public montre que tous les enfants ne vivent pas exactement la même expérience scolaire. Dans les mêmes contextes, on sait très bien qu'il y a des écoles de l'entre-soi, mais de l'entre-soi qui est bourgeois ou très populaire. Vous avez des écoles où, si vous regardez les propriétés sociales des familles, elles sont extrêmement homogènes, soit vers le bas, soit vers le haut. Et donc on a une reproduction
dans les écoles de ces ghettos, d'une certaine façon, soit dorés, soit dans les banlieues ou dans les quartiers très populaires des villes. Les écoles sont le reflet de cette situation-là. C'est ça. Et donc, est-ce que vous êtes en faveur d'une désectorisation des écoles? Comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Si l'école a pour fonction de corriger les inégalités, alors il faut lui donner les moyens de le faire. Est-ce que ça implique le fait d'être déconnecté des secteurs eux-mêmes? Comment on fait? Moi, je pense que le problème central pour les enfants de milieux populaires, c'est d'avoir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'encadrement qu'ils n'en ont dans des situations scolaires ordinaires. Alors même le dédoublement des classes, ça peut paraître déjà extraordinaire de dédoubler une classe, mais c'est notoirement insuffisant. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est à travers des interactions directes entre les parents et les enfants que se transmettent beaucoup de choses préalablement à l'entrée à l'école ou parallèlement à la scolarisation. Donc toutes ces interactions qui ne se font pas dans certains milieux devraient pouvoir être faites dans les classes. Le problème, c'est que quand vous avez une classe de 30 ou même de 15, vous ne pouvez pas avoir des interactions directes, des gratifications, des sollicitations, des encouragements, des sanctions négatives ou positives, mais en tout cas ce cadre stimulant, permanent, qui vous permet de rentrer dans des problèmes. Au fond, beaucoup de problèmes rencontrés par les enfants sont des problèmes de manque d'entraînement. Il faut les entraîner à des façons de parler, il faut les entraîner à résoudre des problèmes, il faut les entraîner à certaines habitudes scolaires. Et tout ça ne peut se faire de manière efficace que si on les prend au corps d'une certaine façon, si on les travaille au corps. Et on ne peut pas travailler au corps, si j'ose dire, enfin c'est une expression évidemment, mais on ne peut pas être proche d'eux si on a de très nombreux élèves à gérer dans une classe. Mais la question est urgente et en même temps elle est très ancienne, de savoir comment est-ce qu'on peut résorber ces inégalités-là qui sont transmises encore une fois la plupart du temps malgré les parents eux-mêmes. Je pense à un texte de Durkheim dans Éducation et sociologie qui montre au début du XXe siècle quand même, il dit pour qu'il y ait éducation, il faut qu'il y ait en présence une génération d'adultes et une génération de jeunes et une action exercée par les premiers sur les seconds. On peut dire qu'il y a autant de sortes différentes d'éducation qu'il y a de milieux différents dans cette société. Et il dit finalement, il est évident que l'éducation de nos enfants ne devrait pas dépendre du hasard qui les fait naître ici ou là, de tels parents plutôt que de tels autres. Mais finalement, à la lecture de ce texte, déjà, c'était il y a 100 ans, on se demande si l'injustice qu'il constate peut être réparée. Est-ce que finalement, ce qu'on appelle l'égalité des chances ne serait pas un idéal inatteignable ? Ça peut le rester inatteignable si on prend pas en compte la connaissance de la situation. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans la citation complète de Durkheim, il évoque le Moyen Âge, par exemple, avec les grands écarts. Évidemment, c'est pas les mêmes éducations d'un milieu, d'un ordre à l'autre, etc. Mais au Moyen Âge, il n'y avait pas de sociologie, il n'y avait pas de sciences de l'éducation, il y avait aucune connaissance des effets des écarts sociaux sur les éducations. Et la question, d'ailleurs, il n'y avait pas de système scolaire comme aujourd'hui, donc on se posait pas ces questions-là. Il n'y avait même pas d'horizon démocratique. Ça n'avait pas de sens à l'époque de poser ce genre de questions. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés qui prétendent être démocratiques, qui disent chacun doit avoir des chances égales. C'est un horizon, c'est un idéal. Et en fait, cet idéal se fracasse contre la connaissance que nous avons de l'état réel de la société.
Donc, ce qui nous distingue de toutes les sociétés qui ont été bien aussi hiérarchiques et bien aussi inégalitaires que les nôtres, ça, il n'y a pas de doute. Hein, c'est pas une nouveauté du tout dans l'histoire. Mais par contre, ce qui nous distingue, c'est que maintenant, nous avons les instruments pour savoir. Nous avons les instruments statistiques que l'État a construits. Si nous avons des données sur les scolarités, c'est parce que les ministères ont des services statistiques, parce que nous avons l'Institut national d'études statistiques, parce que nous avons l'INED, etc. Tous ces instruments qui nous permettent de comprendre le monde social, toutes les études sociologiques qui se sont multipliées au cours des 40, 50 dernières années sur ces questions-là, précisent la situation que nous vivons. Donc, nous donne beaucoup plus de leviers pour arriver à attraper les problèmes d'une certaine façon. Tant qu'on ne connaît pas une situation, on ne peut pas agir efficacement sur cette situation. Et c'est ça la difficulté, c'est que nous savons de plus en plus, mais il faut que les politiques puissent prendre acte des connaissances plutôt que généralement les dénigrer, parce que les sciences sociales sont des sciences assez mal vues, on les voit comme des sciences qui n'annoncent que des mauvaises nouvelles, etc. Mais en fait, il faudrait qu'à chaque fois, on ait des gens qui soient bien sûrs que les sciences sociales veulent simplement donner les moyens d'accéder à l'idéal que nous avons tous, qui est un horizon d'égalité, un horizon démocratique. Ou alors, on annonce qu'on abandonne cet idéal. Donc il n'y a pas assez de concertation entre les sciences sociales et la sociologie et la politique de l'autre, c'est ça ce que vous dites? Ah, ça clairement. Ça, clairement. Mais vous savez, il y a une lutte perpétuelle pour arriver à enseigner de la sociologie, même au lycée. On perd des heures parfois dans certaines réformes. C'est une lutte permanente. Ce sont des sciences, la sociologie tout particulièrement, qui sont vraiment des sciences mal vues, considérées comme trop idéologiques. Moi, j'attends les réfutations de tous ceux qui disent que la sociologie est une idéologie. Il faut réfuter nos données. Ce ne sont pas des idées que nous avons. Encore une fois, moi, j'adorerais annoncer que des bonnes nouvelles et dire que les structures de notre société sont égalitaires. Quand nous mesurons, quand nous observons systématiquement, nous voyons bien que ça n'est pas le cas. Voilà. Donc, on essaye de donner les moyens. On vous transmettra ces réfutations si on en reçoit. Bernard Lahire, merci beaucoup en tout cas ce matin d'avoir discuté depuis Lyon de cette question passionnante. Et je renvoie surtout à l'ouvrage que vous avez dirigé qui s'appelle Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. C'est un travail sociologique assez incroyable. Donc 17 sociologues, je le disais. Et puis ce qu'on a dit ce matin n'est qu'une entrée en matière pour lire ce livre. Alors lisez-le, chers auditeurs, il est disponible aux éditions du Seuil.
Carnet de liaison, carnet de lésion, c'est Fada qui le chante sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui votre question est la suivante. Qu'est-ce que c'est le populisme? Alors, incontestablement, le populisme, c'est quelque chose qui fascine. Allez-y, vous avez une voix de robot, vous pouvez reprendre, on vous écoute. Le populisme n'a pas une voix de robot. Voilà. Le populisme, c'est quelque chose qui fascine les intellectuels, quelque chose qui serait comme l'envers de leur monde, le lieu des explications rapides, des simplifications outrancières, mais qui jouerait pourtant un rôle essentiel dans la constitution de notre monde. Le populisme, en fait, c'est le nom d'un paradoxe. D'un côté, il y aurait ceux qui savent ou qui tentent de savoir et qu'on n'écoute jamais ou pas assez, et qui finissent, malgré toute leur finesse, par être privés de toute action sur le monde. De l'autre, ceux dont les outils sont grossiers et les méthodes approximatives, les populistes, seraient dotés de toutes sortes de facultés presque magiques à faire et à défaire l'opinion, à peser sur les décisions du prince, à imposer leurs agendas dans les médias. Les intellectuels en sont en fait réduits, face au populisme, au paradoxe suivant. Ceux qui expliquent le monde le plus mal seraient ceux qui expliquent le mieux pourquoi il va aussi mal. Les intellectuels auraient ainsi besoin des populistes comme clé de voûte de leur explication du monde. Ce qui n'est, au fond, pas si inconfortable. Que le monde soit compliqué ou qu'il aille mal, ce n'est plus le problème le plus immédiat pour les intellectuels. Leur problème immédiat, c'est la programmation de CNews. Vous voulez dire que CNews, ce serait le foyer du populisme contemporain ? Mais peut-on vraiment parler de populisme quand le public visé, incontestablement, ce n'est pas le peuple, mais les intellectuels ? Comment ça ? CNews, c'est avant tout la chaîne que les intellectuels vont détester regarder. Vont regarder pour prendre des notes et pour écrire des tweets rageurs. Oui, on peut dire aussi que tous les gens qui regardent CNews ne sont pas tous des intellectuels, non ? Oui, bien sûr, mais ils savent qu'ils ne sont pas le public cible. La preuve, je ne crois pas qu'ils soient jamais irrités. Mais ils savent que d'autres, plus sensibles aux idées débattues, sont irrités par elles. Cette sensibilité aux idées... Aurélien, on ne vous entend plus. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Aurélien Bélanger. Ouais, je suis là. Vous êtes là. Alors, je vous écoute. Vous étiez en train de dire que cette sensibilité aux idées... C'est quelque chose qu'on prête aux intellectuels, justement. Oui, mais alors, du coup, rien ne vous irrite, vous, sur CNews ? Justement, j'ai fait un test pour le savoir. Mes enfants n'étaient pas là et je me suis accordé une soirée entière devant CNews. Mon frigo était vide, à l'exception d'un assortiment prédécoupé de fromage à raclette périmé. Alors tout n'était pas moisi, j'ai pu sauver le fromage à raclette, quelques tranches, en me disant qu'au four, sur des tartines, je ne risquais pas grande chose. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma grande soirée populiste en attaquant directement par le plat de résistance, par le fondant Éric Zemmour. Alors, elle n'est pas nulle, cette émission, face à l'info. En tout cas, je me suis dit que j'aurais adoré avoir Christine Kelly comme mère, une mère qui passait tout à son sale garnement, un garnement aux arguments souvent aussi moisis que mon fromage, mais pas sans génie, qui a dit d'ailleurs qu'on n'avait pas le temps de parler à la télévision. Zemmour parle par séquence de presque 10 minutes, entrecoupées de plans de coupe sur Christine Kelly, qui lui dit juste de continuer, et sur les autres invités, qui sont au mieux d'accord, au pire d'accord, pour laisser à Zemmour encore un peu la parole. J'étais ainsi tombé sur une sorte d'énorme raclette intellectuelle dont Éric Zemmour aurait été le roboratif fromage. C'était écœurant et délicieux à la fois. Une sorte d'encyclopédie parlante, cet Éric Zemmour, presque l'âme de la droite, à lui tout seul, avec un avis étayé sur tout et presque le front en sueur d'un athlète de la pensée. Clairement, le populisme, d'un point de vue technique, n'est pas chez Éric Zemmour qui fournit, qu'on soit d'accord ou non avec lui, quelque chose de l'ordre de la performance intellectuelle pure. Et alors il est où le populisme ? Le populisme, hélas, il était chez moi, dans ma position passive de téléspectateur, prêt à reprendre indifféremment de la raclette ou du Zemmour. Bon si c'est vous qui le dites. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. France Culture.
Un grand merci à l'équipe de Chemin de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission et encore plus en ces temps de confinement puisque personne n'est au bureau comme vous l'imaginez. Je suis seule en studio, mes invités sont à distance, Aurélien Bélanger est à distance, tout le monde est à distance. Ce qui explique les complications parfois que vous entendez à l'antenne. Je les cite: Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Manon Delacelle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda. À la prise de son aujourd'hui, c'était Édouard Rubinstein, à la lecture des textes Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série Transmission. Je serai en compagnie de Julia Cagé. On se demandera si les médias représentent les citoyens. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, mais surtout, restez à l'écoute sur France Culture, il est temps de rendre l'antenne.